Bien le bonjour mes petits honnards. Aujourd'hui de la bonne petite news. Il y aura de la 64, il y aura de la Dreamcast, ça fait plein de petites bonnes choses, mais d'abord générique. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va commencer avec du fin, du très fin qui se mange sans fin. Vous vous souvenez de la console Atari que tout le monde s'en foutait à l'époque? Parce qu'il y avait la Game Boy, tout le monde s'en foutait. Ça faisait partie des consoles qui étaient bien trop en avance. Vous aviez par exemple la GT, la PC Engine GT. Vous aviez par exemple la Game Gear, mais tout le monde s'est tourné vers la Game Boy de Nintendo qui était pourtant... voilà, c'était noir et blanc, enfin voilà, comme c'est pas spécialement le top, mais il y avait beaucoup d'affection, il y avait tous les éditeurs qui étaient derrière, voilà, c'est dommage. Alors, il y a mon pote Eric de la chaîne Alex Express qui nous a parlé d'un projet de Atari Lynx Mini, et oui, déjà, rien qu'envisager le truc mini sur l'Atari Lynx, eh ben là, on parle d'un projet d'Atari Lynx Mini. Regardez-moi ça un petit peu. Voilà, vous voyez un peu comment c'était la console à l'origine. Hein. Allez, regardez-moi un peu cette beauté. Tu te pétais les yeux sur l'Atari Lynx, je veux dire. Parce que tu avais... Bah, c'est un peu comme la Game Gear, c'était un néon qui rétroéclairait un écran LCD. C'était fade, l'image et tout ça. Mais c'était quand même bien jouable. Mais là, regardez-moi ce truc-là, quoi. Tu mets toutes les ROMs dedans. Et là, tu fais quand même partir tous les jeux. Et ça, c'est beau. C'est une dinguerie. Franchement, j'aime bien quand ils font des petits trucs comme ça. Voilà. Ce que j'aurais aimé, moi, en particulier, c'est qu'il y ait un slot pour jouer avec les vrais jeux. Oui, c'est sûr que pouvoir mettre toutes les ROMs dedans, bah oui, c'est plaisant, je comprends bien le truc. Mais si on avait eu un port cartouche pour pouvoir lire les... Bah, c'était comme des U-cards de PC Engine, quoi, ou les cartes de Master System. Vous aviez une bonne petite carte, et vous mettiez ça dans votre console. La console ne démarrait que si vous aviez cette carte à l'intérieur. J'apprécie l'exploit, un peu, de refaire repartir l'Atari Lynx, parce que c'est du gros gâchis. Ça fait partie de ces gros gâchis, un peu comme la Jaguar. La Jaguar aussi, elle en avait dans le ventre. Mais malheureusement, les éditeurs, ils n'étaient pas derrière collés à faire des choses, quoi. C'est... Voilà, quand tu es un peu trop en avance sur ton temps, malheureusement, voilà, ça arrive ce qui arrive, quoi. C'est coûteux, les kits de dev, c'est pas spécialement ça. Voilà, tu vas aller trop vite, mais c'est pas bon, quoi. C'est pas spécialement bon, et là, tu en as le pur exemple avec l'Atari Jaguar. Et l'Atari Lynx, par contre, voilà, c'était à peu près pareil qu'une Game Gear et qu'une Game Boy, sauf que c'était color, quoi. Enfin, la Game Gear a été color aussi, mais bon, voilà. Et regardez, c'est une bonne petite merveille que Retro Relix nous a fait, et ça a le mérite d'exister. Je vous encourage à soutenir le projet si le cœur vous en dit. Bon, c'est sûr que vous pouvez jouer aux jeux Atari sur d'autres systèmes, mais là, ça va, quoi. Écoutez, le principe est fantastique, et ça a le mérite d'exister, mesdames et messieurs. Donc, voilà. Bonne petite news pour commencer sur l'Atari Lynx, et je remercie d'ailleurs... Alex Express, là, Eric, d'avoir relié cette news. Voilà, next news, mesdames et messieurs. Alors, pas grand monde le sait, il doit y en avoir quelques-uns qui le savent, mais pas grand monde le sait, au Japon était sorti un modèle de PlayStation 2, appelé PSX, où il y avait à l'intérieur la possibilité de graver des CD, il me semble que c'était un graveur CD, ou enregistrer des médias. Il y avait un disque dur à l'intérieur et vous pouviez enregistrer donc toutes, je crois que des sources externes et tout ça, directement sur le disque dur. Vous aviez plusieurs tailles de disques durs différentes, il me semble.
Et le problème, c'est que, comme tout disque dur, mesdames et messieurs, avec le temps, il crève. Le souci, c'est que il y a des programmes particuliers dans ces disques durs qui font que la console boot. Si tu n'avais plus le disque dur fonctionnel sur cette console, ça ne marchait plus. Alors regardez, c'est une bonne petite merveille cette PSX, et c'est bien dommage qu'elle ne soit pas sortie chez nous. Ça faisait disque dur multimédia, donc tu t'en servais comme magnétoscope numérique en fait. Hein. Il y a beaucoup de trucs, des boîtiers, plein de choses qui servaient d'enregistreur numérique. Et là, ben, Sony l'avait fait avec cette PSX. D'ailleurs, PSX, je repars sur la parenthèse, PSX c'était le nom que donnaient beaucoup de gens sur la première PlayStation. Sony, ils ont rectifié le tir, ils ont dit non, nous, la PSX, c'est notre enregistreur multimédia. Voilà. Alors, Félix, c'est ce monsieur-là, et ce monsieur-là est un développeur. Le développeur du l'ODE qui était sorti pour la Panasonic 3DO. Vous saviez, l'ODE qui coûte un bras. Donc, ce bonhomme est derrière une des choses les plus formidables. En gros, sur le principe de l'Optical Disc Emulator, il va remplacer le disque dur par un procédé de micro SD, je pense. Je pense que à plus ou moins long terme, on va pouvoir carrément remplacer le disque dur par un autre disque dur avec le programme qui va être fourni. Donc voilà, alors ils ont carrément... Enfin, ils n'en parlent pas plus. Voilà, juste que c'est en dev. Et que on va pouvoir réparer nos PSX des familles qui ont bien besoin de fonctionner de nouveau. Et mais finalement, ça me donne bien envie. Parce que justement, le problème de ces consoles-là, c'était les disques durs. Et si je n'ai pas acheté ces consoles-là, c'est justement parce que le disque dur finissait par cramer. Là, on va pouvoir acheter des consoles en junk japonaise. Enfin, moi, ce que je vais faire, je vais acheter une console junk en japonaise, je vais la mettre de côté. Et quand on aura la possibilité de pouvoir mettre carrément, remplacer le disque dur par ce système de micro SD, je serai 100% banco pour le faire. Parce que c'est une très bonne console et que, enfin, esthétiquement, c'est très joli. On va pouvoir jouer à un jeu dans un système qui n'est pas sorti de l'archipel. Et puis, on va pouvoir y foutre tout un tas d'ombros dans cette console. On va se régaler. Enfin, faut l'acheter maintenant. J'incite personne, mais moi, perso, je vais le faire. Voilà. Alors, voilà, Next News, mesdames et messieurs. Et là, on va se régaler. Alors, il n'y a pas si longtemps, sur cette chaîne, j'avais fait une modification sur une Famicom qui nous permettait d'avoir une sortie composite. Même si ce n'est pas, on est d'accord, du RGB. On avait la possibilité d'avoir une sortie composite, mais il fallait un peu retoucher la coque pour pouvoir y mettre les sorties RCA et faire en sorte que il y avait les sorties vidéo que vous puissiez jouer sur votre télé, hein, sans avoir besoin d'utiliser le signal RF. Il y a des petits malins, il y a des petits coquins qui ont déjà fait une board pour remplacer le système d'alimentation de la console. Alors je vous montre ça. Système d'alimentation qui donc était relié par la carte mère avec une nappe, somme toute assez fragile, et le système de sortie RF qui vous permettait de jouer à votre console sur la télé, logiquement. Les interrupteurs pour changer de fréquence et l'alimentation. Là, vous pouvez voir que c'est un système assez rudimentaire puisque ça date quand même de 1980. Fou, la Famicom, elle date de 83, il me semble. Ouais, il me semble qu'elle date de 83. Ben, ça commence à être un peu vieux. Bref, c'est un système qui est malgré tout populaire et que la NES a popularisé encore plus à travers le monde. Nous sommes d'accord, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais alors, vous voyez, si vous aviez cette board-là, vous avez toutes les galères du monde pour pouvoir sortir sur votre télé. Il fallait faire des modifications dessus pour pouvoir mettre une sortie soit jack 3.5, soit mettre des nouveaux, comment ça s'appelle, des nouveaux cinch, enfin, un bordel sans nom. Et là, regardez, mesdames et messieurs, Retro Game Restore nous sort un système de cette envergure. Ça va remplacer le système d'origine et vous pouviez carrément mettre une sortie RGB. Sortie RGB, bien évidemment, qui sera uniquement disponible si vous installez la modification de Tim Worthington. Tim Worthington est le gars qui était responsable de la petite board RGB pour pouvoir sortir le signal
du processeur graphique de la NES et le convertir en beau signal RGB sans avoir besoin de fracasser une borne d'arcade PlayChoice 10 de chez Nintendo, parce que plein de gens se sont amusés à commander des bornes, des PCB de borne d'arcade de PlayChoice 10 juste pour sortir le PPU. Donc le PPU c'est le processeur graphique, le greffer dans une NES et ainsi avoir votre NES en RGB. Tim Worthington, je suppose qu'il a dû se dire que c'est bon, faut arrêter les frais, faut arrêter de briser notre patrimoine notre patrimoine, vous avez compris quoi. Pour pouvoir utiliser ces PPU, il a fabriqué un système pour ainsi remplacer le PPU, utiliser le PPU d'origine de la NES ou de la Famicom, y faire cracher un signal RGB correct avec le même 3 styles de palettes de couleurs différentes, donc le base de Nintendo, Improve et le même que celui de la PlayStation 10. Voilà. Donc vous aviez dessus 4 fils à sortir qu'on pouvait brancher directement sur la sortie vidéo et ensuite profiter du RGB sur votre console. Donc au lieu de se faire chier avec tout ça, vous sortez vos 3 fils, vous les soudez là-dessus, donc red, green, blue, 3 signaux RGB, ground, C-Sync pour la synchro vidéo ou le composite, directement le composite si tu ne veux pas utiliser le C-Sync, tu m'as compris. Alors chose importante, ça va te sortir un signal vidéo, mais tu vas être obligé d'installer la petite PCB, enfin une des PCB que je t'ai dit qui sert d'amplification, parce que ça fait pas l'amplification, ça fait juste relier le signal quoi. Donc une fois que tu as installé ça, que tu as fait transvaser le signal, parce que tu le vois directement sur la PCB, qu'il y a directement le signal qui est raccordé à la sortie RGB, il me semble d'ailleurs que ça ressemble à une sortie Mega Drive. Je veux pas dire de bêtises. Ou alors c'est le câble propriétaire c'est le truc propriétaire qu'il avait fait Tim Worthington. Bon, je sais pas, vous me direz dans les commentaires, ça ressemble comme de Mega Drive. Voilà, pour remplacer notre système vieillissant de Powerboard sur votre Famicom, eh ben vous avez un système comme ça. Pour la modique somme de 595 francs, mesdames et messieurs, hein, bien évidemment. Non, alors 33 $, franchement, c'est pas trop cher. Et au moins vous partez sur un système propre. Regardez. C'est pas mal fichu, tu fais juste une petite entaille là, juste une autre entaille là où c'est qu'il y avait à la base de votre système avec les interrupteurs. Et regardez, c'est beau, une sortie jack. Voilà, impeccable. Franchement les gars, c'est une bonne petite chose qu'ils ont fait ces gens. Et j'encourage ce genre de projet, voilà. Toujours un peu avoir moyen de se servir de nos consoles d'origine, ça... C'est construit pour durer, espérons-le. Voilà, next news, mesdames et messieurs. Là, il y a un système intéressant qui vient de sortir, mais cette fois pour du HDMI sur la Nintendo 64. Ça existait déjà, calmez-vous. Mais regardez ça. Encore, hein, Nacho Productions nous sort une vidéo. Il a tous les exclus, lui, pour faire ses modifications. Ah, vivement que moi aussi, je garde tous ces exclus. Pour pouvoir les faire sur ma chaîne YouTube, hein, dans les sections capsules. Voilà, donc vous démontez votre Nintendo 64, vous installez directement sur le processeur, hein, pas sur la puce qu'on se sert avec le modèle standard de Tim Worthington. Là, directement, vous shootez ça sur le processeur avec votre petit flex des familles. Regardez-moi ça. Bon, il faut avoir du skill. C'est pas... Il n'y a pas n'importe qui peut le faire. Nous sommes d'accord. Mais moi, c'est le genre de truc qui m'excite. Ça m'excite bien comme il faut. Un peu de flux des familles. Et regardez-moi ça. Tu installes ce petit flex. Ensuite, tu soutes ça sur le MOSFET qui est là. Ah, ça doit être l'alimentation du 5 volts. Un contrôle avec le reset. On installe à la place du mont original le petit mont HDMI qui sera en dessous du système de sortie de base. Malheureusement, vous n'avez pas le RGB dessus après. Il faut ce qu'il faut, mesdames et messieurs. Vous n'avez pas le RGB, vous aurez juste un signal propre avec le HDMI. Nous sommes d'accord. Donc, il y a pour et il y a contre. Mais, franchement... Si vous voulez avoir la possibilité de jouer
en HD sur votre Nintendo 64. C'est un bon petit système. Il a été fait pour être pas cher. J'ai noté un peu les caractéristiques techniques de ce système-là. Donc 1080i 60 fps entrelacé, 720p 60 fps, progressif mode par défaut, donc voilà, 480p progressif et 240p le signal d'origine. Attention, c'est pas compatible avec toutes les télés, hein, donc il faudra que ce soit adaptable. Progressif est utilisé avec un convertisseur de composantes pour écran PVM CRT. Voilà, tu convertis le système HDMI vers component et là tu le branches sur ta télé. Oui, c'est pas plus mal. Dans ces cas-là, ouais, non, même pas. Ouais, tu vas être obligé de prendre un adaptateur. Juste, tu vas être obligé de prendre un adaptateur. C'est ce que j'aime pas trop sur ce système-là. Voilà, c'est que tu as du HDMI et tu dois te servir d'un adaptateur pour faire ton bordel et le sortir sur ta télé à tube. Si tu veux un beau signal sur ta télé à tube, on est d'accord. Donc franchement, voilà, pour un petit système pas trop cher, on a la possibilité d'avoir une Nintendo 64 bien modée, compatible avec les systèmes de télé modernes, un menu qui s'affiche directement sur la console pour pouvoir y jouer sous de meilleures conditions sur votre télé. Et voilà, franchement, regardez ça. C'est pas dégueulasse le système, ça fait plaisir, c'est propre, c'est fin. Tu peux enclencher le blur ou le déblur, ça c'est bien. Le blur, pour la petite parenthèse des familles, c'était ce qui permettait à votre Nintendo 64 de faire du cache-misère. C'est un système d'anti-aliasing intégré avec la Nintendo 64. Donc ça floutait l'image pour cacher la misère de la 3D qui était pas terrible. Hein. La 3D de toute façon de cette époque-là, que ce soit sur la Nintendo 64 ou sur la PS1, c'était pas terrible. Et Nintendo avait trouvé ce système pour flouter l'image. Le résultat est que sur certains jeux, c'est immonde. Sur la télé à tube, ça se voyait pas trop, mais si tu voulais commencer à jouer sur une télé un peu plus grosse, là tu voyais que ça. C'était fou. Voilà. Donc, next news, mesdames et messieurs. Là, c'est de la micro news. Je vous fais ça en rapide, c'est en périphérique. Les gars qui ont fait le Blue Retro, je sais pas si vous vous en rappelez, j'en avais parlé dans la vidéo sur la 3DO où c'est qu'il y avait un adaptateur qui se branchait directement sur le port manette et qui faisait sans fil. Vous mettiez une manette PlayStation, vous mettiez une manette Xbox, bref, vous avez la possibilité de jouer avec votre manette moderne sur votre vieille console en sans fil et ça c'était très beau. Et là ils ont fait un système de multitap, donc en gros tu as plusieurs sorties qui se branchent directement sur votre console. Vous regardez à l'exemple avec la Nintendo 64, ça va être aussi je pense fait avec la Dreamcast, voilà. Toutes les consoles avec 4 fiches pour pouvoir brancher 4 manettes, mais là le rétro Rosetta va nous permettre de faire multitap et de pouvoir jouer à plusieurs au lieu d'être en solo. Je pense que ça c'est un très bon système si vous avez pas 4 manettes Nintendo 64, si vous n'avez pas 4 manettes Dreamcast, vous jouez en sans fil avec vos manettes PlayStation, Xbox et compagnie et vous en profitiez du mieux que vous pouvez sur votre console. Voilà, ça c'était une news survolée sur le rétro Rosetta et ça, ben c'est un système Blue Retro et qu'on aime bien. Voilà, next petite news derrière. Il y a les gens de chez Retro Gaming Cable qui ont fait un câble component pour votre Sega Dreamcast avec sortie 15 kHz, ce qui nous permet de jouer au jeu en définition standard 240p et 480i, il me semble. Sur votre téléviseur moderne qui a bien sûr les fiches componentes, parce que pas tous les téléviseurs ont cette fiche componente, ou pouvoir directement le brancher sur un RetroTink 5X Pro ou un OSSC. Ouais, il y a un OSSC, il y a l'entrée componente. Ensuite, vous avez l'interrupteur qui fait passer ça en 31 kHz et là vous avez le 480p sur votre Dreamcast. Pas tous les jeux sont compatibles, mais via quelques petits patchs, vous pouvez avoir la possibilité de patcher certains jeux et l'avoir en 480p. Et là, on avait un sursaut de qualité quand même assez conséquent sur votre Dreamcast. Oui, je sais qu'il existe le Dreamcast HDMI, comme on l'a vu
pour la Nintendo 64 juste avant. Mais si vous voulez y jouer via un adaptateur comme je fais moi, ou via Péritel, mais bon, ouais, possibilité de faire plein de choses. Là, directement, en branchant ça sur votre Dreamcast, vous avez la possibilité d'y jouer carrément sur votre télé, voilà, en 480p. Ça fait pas d'upscale, attention, vous jouez avec le système de base. Mais, franchement, 59 livres sterling, je pense que ça doit faire dans les 70-80 boules. Euros, je parle. C'est cher. Nous sommes d'accord que c'est cher. C'est à vous de voir. Mais c'est un système quand même qui a le mérite d'exister. Vous avez un câble component pour votre Dreamcast et vous pouvez profiter sur votre télé moderne. Voilà, next petite news, mesdames et messieurs. Comme vous savez, j'adore terminer sur une touche de musique. Hein? Et il y a nos amis de chez Datadisc qui ont sorti un magnifique coffret pour... Enfin, sorti, il y en a déjà un qui est en sold out. Lui, il n'est pas encore en sold out. Mais sur les deux vidéos, là, je vais vous parler carrément de Fantasy Zone, qui est un petit jeu shoot 'em up arcade des familles fait par Sega en 1986. C'est beau, c'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin, encore une fois. Regardez-moi cette petite beauté, c'est de la pure tuerie. Franchement, ces mecs, ils font des vinyles, des purs vinyles. Je kiffe leur vinyle chez Datadisc. Vous avez l'édition standard, noire, comme on le sait, mais vous avez aussi du rose. Mais alors, le picture disc, regardez-moi ça. C'est beau. C'est super beau. Et celui-là, il est en pré-order, il me semble. Non, tu peux l'ajouter au panier, tu peux l'acheter celui-là. Donc voilà, il sera livré dans les prochains jours. Mais regardez-moi un peu cette merveille. Pour la modique somme de 25 livres sterling, 24 livres sterling pardon, ça qui nous fait dans les 28-29 euros, parce que vous savez que le livre sterling est bien au-dessus de l'euro, vous avez la possibilité d'avoir de la super tuerie en termes de disques vinyle. Franchement, si tu dois tout acheter chez eux, tu te ruines. Voilà, tu te ruines, tu te massacres. Mais alors, au niveau qualitatif, je pense qu'on peut rarement faire mieux. Pour du support vinyle, voilà. Alors, on va voir votre prochain vinyle, mesdames et messieurs. Regardez-moi ça. Altered Beast est déjà sold out. Pour 20 boules. Voilà. Ah, bordel de schnook. Voilà. Bordel de schnook. J'allais dire un super gros mot, mais là, regardez-moi cette merveille. Avec l'illustration de la Mega Drive. Oh, c'est fantastique. Il est fantastique ce vinyle en orange classique ou en picture disc. Les mecs ils font de ces choses de ouf. Datadisc ils font des choses de ouf. Voilà. À vous de voir. 20 livres sterling. Franchement les 99 je les compte pas. C'est marketing, vous êtes au courant tout autant que moi. C'est 100% marketing. Mais c'est beau. C'est super beau. Comme système, comme vinyle. Je pense que on en a fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. J'espère que ces news vous ont fait plaisir et que vous avez découvert et envie d'acheter quelques petites choses pour agrémenter la vie de votre portefeuille qui en a bien besoin. Hein. Vous avez trop de sous dans votre portefeuille. D'ailleurs, il faut le vider un petit peu et acheter toutes ces petites babioles pour faire vivre vos consoles et pour vous faire plaisir. Hein. Bien sûr, bien évidemment. Nous sommes tous des richoux, hein, mesdames et messieurs. Ouais, blague à part, voilà. Franchement, les petites choses comme ça fait super plaisir. Et moi, ça me donne bien envie. Ça me donne bien envie, ces picture disques. C'est dommage que ça coûte quand même un bras. Mais franchement, voilà, terminer sur une touche musicale dans ce style-là et se faire plaisir avec de la beauté. Voilà, mesdames et messieurs. En tout cas, j'espère que toutes ces news vous ont plu, comme je vous ai dit. Si c'est oui, ben dans ces cas, n'hésitez pas à vous abonner, clocher, partager pour plus de news, pour plus de folie sur ma chaîne. Et n'hésitez pas aussi à commenter, parce que vous le faites pas assez. C'est dommage. Voilà. Voilà, n'hésitez pas donc à participer au maximum sur cette chaîne, mesdames et messieurs. Je vous remercie d'avoir été là, je vous fais un gros bisou, je vous dis à très très bientôt, prenez soin de vous. Et moi, je tire ma révérence. Tchou!